Les manifestations se poursuivent en Iran. Il y a autour d'une trentaine de morts depuis la vague de contestation qui a débuté il y a quelques semaines. Notre invité pour en parler ce matin, c'est Thierry Coville. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Cette révolte, je ne sais pas quel est le terme exact que vous employez, un mouvement de contestation. Ça part de quoi précisément? Est-ce que c'est une contestation directement vis-à-vis des mollahs? Est-ce que c'est un mouvement, comme on a pu le voir, qualifié sur les réseaux sociaux de mouvement anti-vie chère? Comment vous le qualifiez? Alors ça a commencé suite à la chute de la monnaie iranienne, qui a battu un record de dépréciation. Et c'est les bazaris, les grands commerçants de Téhéran qui ont protesté parce que, si vous voulez, quand il y a une dépression de la monnaie, ils sont obligés, ça leur coûte plus cher d'acheter notamment des produits qu'ils importent. Mais on voit que c'est en train de se développer. Ça dure quand même depuis maintenant 10 jours, c'est ça, plus d'une semaine. Et donc, c'est en train de se développer parce qu'il y a un mécontentement économique, qui est un peu l'étincelle, mais il y a un mécontentement politique ici. Donc, dans les slogans qui sont donnés par la foule, j'entends des nouveaux slogans, c'est même on en a marre d'un gouvernement de religieux. Donc, on est passé de... Oui. Ça a commencé, il y a des facteurs de mécontentement économique et politique en Iran, ça se mélange. Et en gros, effectivement, c'est pas des manifestations massives, mais ça touche de plus en plus de petites villes. Donc, on va dire, c'est un mouvement sérieux. Oui, tout à fait. Annalisa. L'ayatollah Khamenei a estimé que ces revendications sont justes, les revendications économiques. En revanche, évidemment, il faut remettre à leur place les émeutiers. Je cite le guide suprême. Vous pensez qu'il y a une prise de conscience qu'il y a effectivement un problème de pouvoir d'achat, ou alors que c'est plutôt une manière de calmer la situation, de calmer la colère? Non, mais depuis notamment la guerre avec Israël, il y a beaucoup de discussions en Iran, c'est pourquoi on en est arrivé là, et j'entendais beaucoup même des discussions sur il faut un changement de paradigme en Iran. Donc, le changement de paradigme, c'est plus de démocratie à l'intérieur, des relations normales avec l'Occident, qu'on leur fasse pas peur, etc. Donc, pour vous dire, et les problèmes économiques, les risques d'explosion sociale en Iran, il n'y a pas un débat en Iran quasiment tout le temps. Moi, je regarde beaucoup les débats en Iran, donc ils en ont conscience. Et vous avez l'impression qu'on est à un moment de rupture, en fait? C'est très difficile de dire ça avec l'Iran, parce que, en termes de... Alors, c'est vrai que 2022 a constitué une rupture, parce qu'il y a beaucoup de manifestations en Iran depuis 2009, on va dire. 2022 a constitué une rupture dans le sens, pour la première fois, notamment des femmes sont venues dans la rue en disant « on ne veut plus de la République islamique d'Iran ». Donc là, il y a une continuité. D'un autre côté, on n'a pas... si vous voulez, on avait quand même beaucoup de gens dans la rue en 2022. En 2009, on peut dire, quand il y a eu la réélection contestée de Ahmadinejad, il y avait à un moment, je crois, moins 2 millions de personnes à Téhéran. On n'a pas ça. Mais ce qui est un petit peu nouveau, c'est que dans plein de petites villes, je voyais une ville de 30 000 habitants, là, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a eu une partie, des milliers de personnes qui ont manifesté ensemble. Donc, dans plein de petites villes, donc on voit que ce mécontentement économique, réel et politique, il est toujours là, et il peut se développer, mais il faut faire attention, si vous voulez... le régime continue à réprimer. Moi, je pense que la clé, c'est la classe moyenne instruite, urbaine en Iran, qui n'est pas contente. Le soutien réel... Il faut faire attention quand on dit ça, mais il y a eu un sondage en 2021, on demandait aux Iraniens, est-ce que vous vous sentez proche des deux partis en Iran, conservateurs et réformateurs? La réponse était moins de 10% des gens. Donc il y a 90% des gens qui ne sont pas proches de ces partis, qui sont les seuls partis possibles. Donc il y a un problème de légitimité politique, mais la classe moyenne instruite en Iran, elle dit, on n'est pas content, on veut la démocratie état de droit, mais on veut que ça se passe sans violence. C'est une population éduquée. Si vous voulez, ceux qui vont se battre dans la rue, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus grand-chose à perdre, et puis ils n'en peuvent plus. Mais on va dire, la classe moyenne éduquée est très mature. Elle veut la démocratie, elle veut des relations plus stables avec l'Occident, mais elle voit ce qui s'est passé dans la région, en Syrie, en Irak, etc. Elle veut que ça se passe sans violence. Donc, mais c'est possible avec une alternative politique possible? Alors c'est le grand problème en Iran, parce que les sondages qui existent en Iran disent que les gens veulent la démocratie, ils ne sont pas contents du fonctionnement des institutions publiques iraniennes qu'ils trouvent inefficaces et clientélistes. Il y a une demande de démocratie. D'un autre côté, il n'y a pas un narratif, comme on dit, politique, qui leur ferait dire, tiens, ça peut prendre la place de la République islamique d'Iran. Et ça, il n'y a pas... Il y a des soutiens, on va dire, aux monarchistes, etc., mais il n'y a pas un soutien massif, vous voyez, un discours politique alternatif. Et là, effectivement, il y a une sorte de vide politique qui est assez dangereux. Quel impact de l'opération américaine au Venezuela sur l'Iran? On disait peut-être que certains s'inquiétaient de pouvoir être eux-mêmes kidnappés dans les dirigeants iraniens. Non, mais je pense qu'il faut rester tranquille, il faut rester calme. Je veux dire, effectivement, alors, le Venezuela était un allié de l'Iran. Depuis Ahmadinejad, je pense que l'impact, c'est plutôt un allié, on va dire, géopolitique.
ça permettait à l'Iran d'être présent en Amérique latine, aux portes des États-Unis. Je pense que c'est plutôt l'Iran qui soutenait économiquement le Venezuela avec leurs faibles moyens. Donc, bon, on parle de trafic de drogue avec le Hezbollah, mais si vous voulez, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je crois que l'impact est surtout, on va dire, géopolitique. Bon, les menaces de Trump, là, il a fait des menaces en disant... Il dit encore un mort de plus et j'interviens. Oui, bon, qu'est-ce qu'il peut faire véritablement? Il y a on entend deux choses. Moi, j'écoute beaucoup BBC Persan. Il y a ceux qui disent, effectivement, plutôt les opposants de l'extérieur, disent, oui, s'il y a une attaque de l'extérieur, si tout soutien de l'extérieur dans les États-Unis est le bienvenu. Il y a aussi plutôt de l'intérieur de l'Iran qui disent, le gouvernement n'arrête pas de dire depuis des années aux agitateurs, aux manifestations, vous êtes soutenus par l'étranger, donc vous êtes téléguidés par l'étranger. Donc, si Donald Trump fait ça, il donne des armes au moulin de ceux qui répriment en Iran. Donc, et puis la population iranienne est quand même très nationaliste et a plutôt du mal, on l'a vu avec la guerre avec Israël, avec des interventions directes de l'étranger. Donc je suis un peu sceptique sur la possibilité d'une réaction, on va dire, armée des États-Unis. Merci beaucoup Thierry Coville d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.